proposer le dollar au départ. Les Anglais étaient représentés par un économiste qui s'appelait Keynes, qui lui avait une proposition contraire, disons différente, un peu concurrente, qu'il avait appelé le Bancor. Le Bancor était une monnaie dont aucun pays n'aurait le contrôle, mais qui serait gagée sur l'or. Et les Américains ont répliqué en disant « Mais oui, mais nous, on a déjà le dollar, et le dollar, il est gagé sur l'or. » Et comme il y avait la puissance américaine derrière, Keynes a compris qu'il ne tiendrait pas la route, et finalement le dollar l'a emporté parce que les autres pays ont voté, parce que c'était les États-Unis, et qu'on ne s'opposait pas aux États-Unis à cette période. Donc le dollar sort de la guerre avec une double, comment dirais-je, une double identité. D'un côté, c'est la monnaie domestique américaine, puisque le dollar, c'est la monnaie émise par la Réserve fédérale, et de l'autre côté, cette même monnaie va servir pour tous les échanges commerciaux internationaux. Et de cette double identité, un Américain d'origine belge qui s'appelait Triffin, ou Triffin, comme on veut, sort un essai et qu'on a appelé le paradoxe de Triffin ou le dilemme de Triffin. Et il démontre que dans une telle configuration, si une monnaie est à la fois monnaie de réserve internationale et monnaie domestique, celle d'un pays, cette monnaie ne peut que se dévaluer au fil du temps. Pourquoi? Parce que pour les besoins du commerce international, il faut énormément de monnaie. Pour créer cette monnaie, il n'y a qu'un seul organisme qui peut le faire, c'est la Banque centrale des États-Unis. Et la seule façon de créer cette monnaie, c'est là où je suis obligé de faire un peu un raccourci, c'est de créer de la dette. C'est-à-dire que toutes les dettes, aujourd'hui, tout l'argent, tous les billets qui sont en circulation sur la planète sont émis à partir d'une dette d'État. Et le mécanisme est toujours le même, quelle que soit la banque centrale. C'est le trésor public d'un État qui émet des bons du trésor, qui l'envoie donc à sa banque centrale, et la banque centrale émet la monnaie correspondante. Ce qu'on appelle la planche à billets. Et donc, dans le cas d'une monnaie qui est à la fois monnaie de réserve internationale et en même temps monnaie domestique, eh bien, le gros intérêt pour la Banque centrale et le pays donc, qui possède ce privilège d'avoir en quelque sorte cette double nationalité monétaire, c'est que les dettes émises par l'État sont payées par tous les autres pays du monde. Et c'est ça, si vous voulez, le point essentiel, et c'est là, si vous voulez, vraiment le point de rupture, où de plus en plus de gens se sont rendus compte au fil du temps que tout ceci reposait sur une escroquerie. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains émettaient énormément de monnaie, soi-disant pour leurs besoins. Ils ont toujours eu, de toute façon, des déficits budgétaires énormes, mais en disant on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut que vous ayez de la monnaie pour pouvoir faire vos transactions et faire votre commerce. Si on n'émet pas assez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avoir une activité économique croissante. C'était formidable ce truc-là. D'ailleurs, De Gaulle l'avait dénoncé en disant mais cette monnaie qui ne tient qu'à eux d'émettre. Et c'était vrai. Et donc, par contre, le problème qui s'est posé à partir, disons, des années 60, c'est que la Réserve fédérale avait gardé avec un secret jaloux le montant effectif de ses réserves en or. Personne ne peut savoir combien la Réserve fédérale disposait d'or en tonnes. On a estimé que c'était peut-être une vingtaine de milliers de tonnes. En fait, elle avait eu pas mal d'or à partir de 1934, lorsque, dans le cadre du New Deal, moi je fais un petit retour en arrière, que je suis plus tout à fait là à mon plan, mais donc elle avait eu, pendant le New Deal, Rockefeller, qui venait d'être, pas Rockefeller, Roosevelt, qui venait d'être élu, avait interdit, il avait pris ce qu'on appelle un executive order qui interdisait la possession d'or par les Américains. Ils avaient le droit d'avoir des bijoux, mais pas d'or physique, lingots, pièces, non. Terminé,
il devait à tout prix ramener tout ça à la réserve fédérale, qui les rachetait sur la base unique de 20 dollars l'once. Voilà. Donc, après, ça a été, comment dirais-je, le grand secret, le mieux gardé, Fort Knox, on ne sait pas combien il y a d'autres. Et donc on arrive là dans les années 60. De Gaulle, qui est d'ailleurs très bien conseillé, il a deux conseillers, l'un qui est Maurice Allais et l'autre qui est Jacques Rueff, lui disent la suprématie du dollar, c'est une escroquerie, parce qu'ils impriment beaucoup plus de billets qu'ils n'ont réellement d'or. Or, ils garantissent toujours la convertibilité, et De Gaulle leur dit, ben, moi je vais les prendre au mot, j'envoie les dollars. Alors, entre-temps, la France avait réglé tout, c'était. On était revenu à l'équilibre budgétaire, il y avait vraiment un retour vers la prospérité française, et De Gaulle les prend au mot, et il envoie plusieurs bateaux de la marine nationale, avec dans leur cale des dollars en billets, avec mission de ramener de l'or en barre qu'on mette dans la banque de France. Évidemment, au début, pris un petit peu au dépourvu, la réserve fédérale n'a pas pu dire non. Mais c'est devenu, comment dirais-je, quelque chose d'extrêmement gênant, de très politique aussi, et c'est probablement là où De Gaulle, qui d'ailleurs n'avait vraiment pas des relations très amicales, et ça remontait à Roosevelt, mais d'une façon générale avec tout le système américain, eh bien, ils ont bien été obligés de payer, enfin d'envoyer les 900 soldats. Et donc, ça a été pour eux un signal extrêmement important parce que en 1970, ce sont les Allemands qui ont voulu reproduire ça, et là ils ont dit non. Mais ils étaient parfaitement conscients qu'ils avaient maintenant besoin, parce que leur plan commençait seulement à se dérouler, ils étaient conscients qu'ils ne pourraient pas tenir très longtemps. Donc Nixon, le 15 août 1971, a décidé d'interrompre la convertibilité en or du dollar et mettre fin au Gold Exchange Standard. Pour autant, les accords de Bretton Woods auraient dû s'arrêter, puisqu'on n'était plus du tout dans le cadre. Eh bien, les accords, malgré tout, se sont poursuivis pratiquement sur les mêmes bases, et c'est de là où la grande offensive des États-Unis pour conquérir le monde par le dollar est réellement partie, avec ce qu'on a appelé le choc pétrolier 1973. Ce choc pétrolier 1973, d'ailleurs on peut remarquer les dates, 15 août 71, 1973, il y a eu moins d'un an et demi entre les deux. Et ce qu'on sait de ce truc-là, c'est que Kissinger est allé trouver, alors l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, venait de se constituer, et l'Arabie Saoudite avait une position dominante dans cette OPEP, c'est-à-dire qu'elle pouvait pratiquement imposer, en tant que pays exportateur parmi les plus importants, pratiquement ses volontés. Et il se trouve que depuis 1944, les États-Unis avaient quasiment l'Arabie Saoudite en commandement. Et donc c'est Kissinger qui est allé trouver la famille royale, et il leur a dit, voilà, le prix du dollar, enfin le prix du baril, c'est 3 dollars. Eh bien, on veut qu'à la fin de l'année, il ait été multiplié par 4. Donc, il faut qu'il passe à 12 dollars. Et en ce qui concerne le pétrole qui ira aux États-Unis, lui, il sera pris sur la base ferme et définitive de 6 dollars le baril. Et c'est comme ça qu'on a eu le premier choc pétrolier. Alors, il a été, comment dirais-je, habillé, il y a eu un certain nombre d'événements politiques. Il y a eu les Jeux Olympiques de Munich et le massacre des athlètes israéliens, qui a entraîné une représaille au niveau d'Israël vers les Palestiniens. Ensuite, les pays arabes ont pris évidemment la cause des Palestiniens, et c'est comme ça qu'on a débouché finalement sur un embargo des produits pétroliers décidé par l'OPEP, qui fait que le prix du baril a été multiplié par 4, rien que sur l'exercice 1973. Mais là, c'est là où les pétrodollars sont nés. Là, il fallait faire de la création monétaire à tout va, justement pour assurer le commerce du pétrole, qui était quand même un des principaux des financiers américains. Et donc, ceci s'est poursuivi, et les Américains, là, étaient vraiment les rois du pétrole, c'est le cas de le dire, parce que les gens avaient besoin de dollars, et en fait, la Réserve fédérale vendait ces dollars aux pays qui en avaient besoin au prix qu'elle avait envie de les vendre.
Et ce qui fait que ça a ruiné énormément au prix, et quand elle le pointait, c'était également au taux qu'elle-même décidait. Alors, on ne va pas refaire, si vous voulez, toute l'histoire, comment dirais-je, de la façon dont les Américains ont ruiné un certain nombre d'économies, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, bon, que ce soit en Afrique, mais il faut savoir qu'on est arrivé, il y a autour des années 2000-2002, à commencer à avoir de très forts mouvements de rejet justement de l'impérialisme américain. Il faut savoir aussi que toutes les conquêtes qui ont été faites, toutes les interventions militaires dans les pays du Moyen-Orient